et encore portent leur nom. Ce sont les Spartiates. Et voici leur histoire. Pendant plus de 300 ans, la seule vue d'un mur de tuniques rouges et de boucliers de bronze a suffi à épouvanter les adversaires de Sparte. Quel était le secret de cette culture qui lui permettait de vaincre même un ennemi largement supérieur en nombre? Pour percer la psychologie du guerrier spartiate, nous pouvons consulter l'un des derniers vestiges de la société lacédémonienne, sa poésie. Les élégies de Tyrtée avaient une grande valeur pour les Spartiates. C'était un poète d'une grande force. Ses vers électrisaient les hoplites de Sparte. Il est devenu en un sens la voix de Sparte. Il serait honteux de voir tomber au premier rang un vieux soldat à la tête chauve et au menton tout blanc, exhalant dans la poussière son âme généreuse. Triste spectacle dont la vue excite l'indignation. Mais tout sied aux jeunes gens, tant que le guerrier possède la noble fleur de la jeunesse. Vivant, il est adoré par les hommes, aimé des femmes. Et il est beau encore tombé au premier rang. Que chacun de vous se tienne ferme, appuyant solidement ses deux pieds sur la terre et mordant sa lèvre. Voilà ce qui a permis à une petite cité-État grecque d'asservir 250 000 personnes, de forcer la main à de redoutables voisins pour former une puissante alliance et de vaincre une armée perse forte d'1 million d'hommes. Vers la fin du 5e siècle avant notre ère, Sparte se trouve entraînée dans la guerre du Péloponnèse et se bat pour maîtriser sa voisine et rivale, Athènes et son empire. Et pour la première fois de son histoire, Sparte est mise en difficulté. Avant cela, les batailles avaient une dimension héroïque et les guerriers vainqueurs devenaient des héros. La guerre du Péloponnèse a détruit les héros et les valeurs qu'ils véhiculaient. Des cités ont été assiégées, des otages mis à mort, des innocents massacrés. C'est la première guerre moderne. Les politesses d'antan étaient bien révolues. Pour l'emporter dans ce nouveau type de guerre, Sparte a besoin d'une flotte plus grande et plus puissante. Pour construire cette flotte, elle a besoin de ce qu'elle a toujours refusé de posséder, de l'argent. Et pour avoir de l'argent, Sparte va se tourner vers la seule puissance qui déteste encore plus les Athéniens qu'elle-même, la Perse. La Perse songe à accepter cette alliance, mais elle va en être dissuadée par un nouveau conseiller tactique qui n'est autre qu'Alcibiade, le même qui pendant 2 années a été le plus loyal soutien de Sparte. Il veut toujours aller plus loin. Il aime transgresser l'interdit. C'est le genre de personne à se vanter de pouvoir faire en toute impunité ce qu'aucun homme n'oserait tenter. Réfugié auprès de Tissaphernes, le satrape perse d'Asie mineure, Alcibiade, l'Athénien devenu spartiate, change de camp pour la 2e fois.
Alcibiade a persuadé Tissaphernes d'épuiser à la fois les Spartiates et les Athéniens, en n'accordant pas tout le soutien nécessaire à Sparte. L'idée était de les laisser s'épuiser à se battre. Et c'était une stratégie très intelligente. Les Spartiates réussissent malgré tout à réunir assez de fonds auprès de cités et de particuliers alliés pour construire leur flotte. Dans le même temps, Alcibiade témoigne en différentes occasions d'une certaine loyauté à l'égard d'Athènes et il finit par perdre la confiance de Tissaphernes. Craignant d'être arrêté, il quitte la Perse pour tenter de retrouver son prestige à Athènes. Alcibiade est un homme aux multiples talents. Il a reçu la meilleure éducation possible, il a un charisme fou, il est incroyablement riche. Tout ce qu'il touche se transforme en or jusqu'à un certain point. Alcibiade exploite ce charisme une fois de plus à Athènes, la cité dont il a été expulsé 4 ans plus tôt. En 411 avant notre ère, grâce à une poignée de partisans restés fidèles, il est nommé général en chef de l'armée athénienne. Dans Les Grenouilles, Aristophane a écrit cette réplique au sujet d'Alcibiade que je traduis ainsi. Ils l'aiment, ils le détestent, ils ne peuvent se passer de lui. Comme lors des premiers combats qu'il a commandés pour Athènes, Alcibiade est victorieux. Bien que Sparte dispose désormais d'une flotte supérieure, Athènes se bat vaillamment pour garder son empire. Ils remportent bataille après bataille contre Sparte. Sparte perd toutes les batailles jusqu'à celle de Nocion en 407. C'est là que, sous le commandement de Lysandre, la flotte spartiate détruit de nombreux navires athéniens. Mais la portée de cette bataille dépasse la victoire militaire, car elle détruit aussi quelque chose de plus précieux, l'alliance entre Alcibiade et Athènes. Alcibiade commande la flotte devant Nocion. Mais pour des raisons qui restent mystérieuses, il confie ce commandement non à un autre général élu par Athènes, mais au pilote de son navire. Et celui-ci, au mépris des ordres stricts laissés par Alcibiade, se précipite pour livrer bataille à Lysandre. Les Athéniens sont vaincus et subissent de très lourdes pertes. Après cela, Alcibiade ne peut plus revenir à Athènes. En 405 avant notre ère, Sparte veut en finir avec ce qui reste de ce qui a été la plus puissante flotte de Méditerranée. Lysandre a planifié l'offensive finale qui doit avoir lieu à Aigos-Potamos. Depuis son exil, Alcibiade apprend ses intentions et rejoint la ligne de front pour alerter ses compatriotes athéniens. Après son départ, tout est allé de travers. Et quand il est revenu pour leur donner le conseil qui les aurait sauvés, ils l'ont ignoré. Ils ont refusé de l'écouter. Après tout, ils avaient de très bonnes raisons de se méfier de lui. Mais dans le cas présent, il avait raison. Et les Athéniens ont perdu la bataille. La chance a fini par tourner le dos à Alcibiade. Il perd l'estime d'Athènes, doit vivre caché et se retrouve dépouillé de sa fortune. Alcibiade a connu une mort assez sordide, probablement liée à une liaison qui avait mal tourné. Il a été tué par des parents quelque peu irrités par son libertinage. Il adorait se montrer plus malin que les autres. Mais en fin de compte, il s'est retrouvé pris à son propre piège.
Il n'en reste pas moins qu'il a eu un parcours extraordinaire. C'est un personnage qui n'a pas son égal dans l'histoire grecque. Un personnage haut en couleur et fascinant. Mais au final, ses choix lui ont été fatals. Après leur défaite à Aigos Potamos, les Athéniens se réfugient derrière leurs remparts. Lysandre établit un blocus naval interdisant l'accès aux Pirées. Les Athéniens ont perdu leur flotte. Ils ne peuvent plus ravitailler leur ville. Leur survie n'est plus qu'une question de mois. Athènes tombe en mars de l'an 404 avant notre ère. Lysandre entre dans la cité et prend le contrôle de sa population. Après 27 années de conflit, la guerre du Péloponnèse vient de prendre fin. La population d'Athènes n'avait qu'une peur, c'est qu'il leur arrive la même chose qu'aux cités conquises pendant la guerre. Que les hommes soient massacrés et que les femmes et les enfants soient réduits en esclavage. Thèbes et Corinthe, les alliés les plus puissants de Sparte, font pression pour qu'Athènes soit brûlée et sa population asservie. Mais la cité laconienne va choisir une autre voie. Ce qui est le plus étonnant dans l'issue finale de la guerre du Péloponnèse, ce n'est pas que ce soit Sparte qui l'ait emporté sur Athènes, c'est le fait que les Spartiates aient choisi de ne pas détruire Athènes. Il est certain que beaucoup le souhaitaient et que nombre d'Athéniens s'attendaient à cette éventualité. Ce n'est pas par pitié qu'Athènes est épargnée, mais par calcul politique. Les alliés de Sparte voulaient qu'Athènes soit rayée de la carte. Mais Lysandre et les Spartiates se sont dit que cela allait créer un vide dans lequel Thèbes risquait de s'engouffrer. Et Thèbes commençait déjà à inquiéter Sparte. Mais si Athènes n'est pas détruite, que faut-il en faire? Cette nouvelle orientation de Sparte en matière de politique étrangère va marquer le début de son déclin. Nous sommes en 404 avant notre ère. La guerre du Péloponnèse vient de se terminer et avec elle, le siècle d'or d'Athènes. Le bilan de la guerre du Péloponnèse, ce fut l'impossibilité pour toute une génération d'Athéniens d'exploiter sa créativité en architecture, en littérature ou en urbanisation. On le voit aux monuments de l'Acropole qui n'ont pas été achevés, au déclin et à la mort de la grande tragédie et à la disparition des grands historiens. Et Sparte a pris le contrôle de l'empire athénien. Ils les ont privés de leur flotte. Ils leur ont fait détruire des pans de leurs fortifications pour que la ville soit indéfendable. Les Athéniens n'ont plus d'empire, plus d'argent, plus de flotte. Ils sont contraints de devenir des alliés de Sparte, de jurer d'avoir les mêmes amis et ennemis qu'elle et de suivre ses décisions. Un nouveau gouvernement est mis en place. Le but est de faire de la démocratie athénienne une réplique de Sparte. Sparte s'était évertuée à remplacer autant qu'elle le pouvait les démocraties par des oligarchies. Les Spartiates jugeaient que le régime démocratique ressemblait trop à la guerre, qu'il était trop tributaire de l'enthousiasme populaire, trop chaotique et trop exposé aux influences étrangères. Le traité de paix impose à Athènes d'établir un gouvernement oligarchique dirigé par 30 Athéniens pro-spartiates
qu'on a appelée la tyrannie des 30. La prise d'Athènes est la première tentative d'ingérence de Sparte. Et c'est un échec retentissant. Sous la direction de Lysandre, bien meilleur amiral que diplomate, les 30 tyrans lancent une campagne de terreur contre les anti-spartiates. Ils ont commis des atrocités. C'était la pire guerre civile qu'Athènes ait jamais connue. Ils ont tué quelque chose comme 1500 Athéniens. C'est énorme si l'on considère qu'à l'époque, le nombre d'hommes adultes de la classe citoyenne ne devait pas dépasser 20 ou 25 000 personnes. La répression a été si sanglante que les partisans de la démocratie en exil, en marche sur Athènes pour la reconquérir, avaient le soutien du roi de Sparte. Le roi Pausanias, qui est l'un des deux rois de Sparte, est un conservateur. Il est tout à fait opposé à Lysandre et à tout ce que Sparte a entrepris dernièrement. On peut même dire qu'il y a là un conflit entre les rois. En quelques mois, la victoire sur Athènes a irrémédiablement divisé Sparte. Elle a obligé le reste de la Grèce à choisir son camp et conduit au massacre de tous les récalcitrants. La guerre du Péloponnèse a appris aux gens qu'il fallait se tourner vers les oligarques ou les démocrates pour leur sécurité. Et les modérés qui tentaient de concilier les deux voies politiques et économiques ont été assassinés. C'est donc, dans tous les sens du terme, une victoire à la Pyrrhus. Une guerre sans vainqueur. Athènes a perdu la guerre et son empire. Elle ne sera plus jamais aussi puissante qu'elle ne l'avait été avant la guerre du Péloponnèse. Mais ce qui est étrange, c'est que Sparte, qui en est sorti vainqueur, est tout aussi ravagée. L'ironie de l'histoire, c'est que cette victoire spartiate a pavé la voie à son propre effondrement. Après l'établissement de la tyrannie des 30, Lysandre soutient la prise du pouvoir dans les cités-États de l'ancien empire athénien. Sparte met en place 10 oligarques dans chacune des cités alliées d'Athènes. Au lieu de se sentir libérées, les populations se retrouvent soumises à un autre régime et se demandent si elles n'y ont pas perdu au change. Voulez-vous remplacer l'acropole et la démocratie athénienne par le pain d'avoine et l'agoge spartiate? Personne ne le souhaite. Qui voudrait échanger une drachme athénienne contre un lago de plomb spartiate? C'est impensable. Et à la différence des Athéniens, les Spartiates ne sont pas de grands orateurs. Ils ne sont pas capables de rallier les Grecs à un idéal. Cette nouvelle hégémonie a besoin de charisme pour séduire ses nouvelles conquêtes. Une qualité dont la culture spartiate est cruellement dépourvue. La faiblesse de cette culture, c'est que les Spartiates manquent d'imagination, une qualité peu estimable en Laconie. Ils manquent d'audace et ils n'ont aucun charme. Ils traitent les autres Grecs comme des chiens. Et s'ils agissent ainsi, c'est qu'ils se considèrent comme une race à part, comme des hommes supérieurs. Il y a toute une série de généraux ou chefs spartiates qui se rendent en Égée et se montrent brutaux envers les populations qu'ils sont supposés séduire. Le monde grec a remplacé une force impériale éclairée par la brutalité d'une cohorte de Spartiates ineptes.
Que leurs troupes suivent un certain type de discipline, c'était une chose, mais ils ont cherché à l'imposer à d'autres. Ils obligeaient des marins à tenir une ancre de fer sur leurs épaules toute une journée, par exemple. Ça ne passait pas très bien. Ici, il nous faut nous souvenir de la formation reçue par les jeunes Spartiates. En dehors de votre unité, personne ne compte. Le monde extérieur doit être exploité pour le bien des gens qui comptent. Et c'est ainsi qu'ils traitent tous les Égéens. Ils agissent avec une rapacité qui va rapidement les amener à devoir se battre contre certains de leurs alliés. Car si ces alliés se sont battus pendant les 27 années de la guerre du Péloponnèse, ce n'est pas pour favoriser l'avènement d'une Sparte brutale et impérialiste, déterminée à dominer le monde grec. Sparte veut s'imposer comme la nouvelle puissance impériale. Et ce n'est pas du tout du goût de ses alliés. Ils avaient cru que les Spartiates seraient des libérateurs, qu'ils allaient créer une Égée libre, dégagée de la coupe impérialiste athénienne. Mais les Spartiates ne voient pas les choses ainsi. Ils y voient l'opportunité de prendre ce dont ils ont envie. La première cité-État à parvenir à secouer le joug de Sparte est la première à être tombée entre ses mains, Athènes. En 403, les Athéniens retournent au Pirée et se révoltent contre les 30 tyrans. Aristote a écrit qu'une culture basée sur la seule valeur martiale avait peu d'intérêt, parce qu'il est nécessaire de savoir vivre en paix de temps à autre. Les Spartiates ne l'avaient pas compris. S'ils gagnaient la guerre, on pouvait être sûr qu'ils perdraient la paix. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, il ne s'est pas passé une année sans que les Spartiates ne parviennent à s'aliéner l'un de leurs alliés. Ils avaient un véritable don pour ça. Dans les années qui suivent la fin de la guerre, Sparte va donc commettre l'erreur fatale de sous-estimer l'importance d'une bonne entente avec ses alliés. Aucune cité-État, même la plus grande puissance militaire, ne pouvait dominer le monde grec sans l'aide de cités alliées. Sans compter qu'il fallait garder un œil sur une menace toujours très présente, la Perse. Sparte aurait dû tâcher de conserver ses alliés. Mais au lieu de cela, elle a réussi à se les mettre tous à dos. Et ce faisant, elle courait droit à la catastrophe. En très peu de temps, Sparte suscite la haine de deux de ses plus puissantes et jusqu'ici plus loyales alliées, Thèbes et Corinthe. La rupture survient rapidement et ses alliés sont trop redoutables pour être ignorés. Sparte se retrouve à nouveau en guerre, moins de 10 ans après sa grande victoire. Mais cette fois, l'invincible machine de guerre va se briser pour ne plus jamais se relever. Vers 398 avant notre ère, un vent de changement souffle sur la capitale de Laconie. Le roi Agis, qui avait encouragé et soutenu la nouvelle politique impérialiste de Sparte, vient de mourir. Son frère, Agésilas, lui succède. Agésilas est un impérialiste convaincu. Il veut dominer la Grèce pour de bon et imposer des gouvernements composés de ses amis partout où cela est possible. Sa politique lui aliène tous les Grecs, et plus particulièrement Thèbes.
La haine suscitée par les Spartiates va même provoquer l'éclosion d'une nouvelle Thèbes. Thèbes est depuis longtemps une alliée sûre et loyale de Sparte. Située en Béotie, la cité était un point stratégique pendant la guerre du Péloponnèse. Et Sparte l'avait utilisée pour conquérir Athènes. Mais Thèbes a elle aussi exploité la guerre pour acquérir puissance et richesse. Toutes les richesses trouvées dans les campagnes ont été emportées par les Thébains. De plus, ils ont acquis assez de prestige pendant la guerre pour devenir une vraie puissance militaire et ainsi unifier la Béotie. Vers la fin de la guerre, les Thébains ont également réussi à mettre en place un nouveau régime, plus stable. Pendant que la guerre du Péloponnèse faisait rage, il s'est produit à Thèbes une sorte de petit miracle politique. Le régime dominé par une classe militaire rurale et très conservatrice s'est transformé en une société démocratique. L'idée d'une Thèbes démocratique si proche d'Athènes inquiète les Spartiates. Lorsqu'ils apprennent ce qui se trame au sein de cette cité alliée, ils réagissent comme ils l'ont toujours fait en matière de politique extérieure. Plutôt que d'amadouer Thèbes et de partager le pouvoir avec elle, Sparte réagit en cité guerrière. Elle tente d'en faire une vassale en écrasant sa démocratie et en la privant de son indépendance. Sparte lance de violentes offensives contre Thèbes et tente de renverser son gouvernement. Or, non seulement ces attaques exaltent la haine de Sparte, mais elles créent une lame de fond démocratique. Thèbes met sur pied une armée nationale de 10 000 hoplites. Ces soldats ont les mêmes aptitudes physiques, la même formation et la même stratégie que les Spartiates, et ils sont au comble de l'exaspération. Cette armée thébaine est placée sous le commandement d'Épaminondas, un leader comme Thèbes n'en a jamais connu, et qui va jouer un rôle déterminant dans l'avenir de Sparte. C'est un grand général qui a mis au point des tactiques inédites pour l'époque. Au départ, Agésilas parvient à maintenir une oligarchie en place. Mais à chaque bataille gagnée par son roi, Sparte perd une partie d'elle-même. Sur le long terme, ces batailles épuisent peu à peu les ressources de Sparte. Elles la privent d'un grand nombre de soldats et permettent aux Thébains de concevoir le nouvel ordre de bataille qui émerge à l'époque. Agésilas a du talent. C'est un brillant stratège et il a de véritables aptitudes politiques. Mais il semble oublier la règle de base des Lacédémoniens. Ne pas affronter trop souvent le même ennemi, de peur qu'ils n'apprennent nos ruses de guerre. Non seulement Épaminondas apprend les ruses de Sparte, mais il trouve le moyen de les contrecarrer et de vaincre. Ils ont affronté les Thébains beaucoup trop souvent et ils ont le malheur d'avoir affaire à une puissance militaire en plein essor. Cette puissance est non seulement aussi pugnace qu'elle, mais en plus, elle adopte des tactiques militaires nouvelles et redoutables. Épaminondas dispose d'une autre arme redoutable, Athènes. Depuis qu'ils se sont débarrassés des 30 tyrans en 403, les Athéniens ont lentement mais sûrement reconstruit leur flotte,
former une nouvelle génération de citoyens soldats et instituer une démocratie plus stable. L'ironie du destin, c'est que la défaite infligée par Sparte au cours de la guerre du Péloponnèse a été extrêmement positive pour Athènes du point de vue de la démocratie. La chute de l'oligarchie sanglante imposée par Sparte a permis l'établissement définitif de la démocratie athénienne. Pendant toute la première décennie du IVe siècle, Athènes est restée un important allié de Thèbes. La cité de Béotie a aussi conclu une solide alliance avec Argos et Corinthe pour former un front uni contre Sparte. C'est la clé de voûte du système. Corinthe est la seule et unique cité clé de la Ligue du Péloponnèse. Le fait qu'elle passe à l'ennemi et rejoigne l'axe formé par Athènes, Thèbes et Argos est un coup terrible pour Sparte. En 379, à Thèbes, un soulèvement parvient à chasser l'oligarchie imposée par Sparte. Lorsque les Thébains ont réussi à se débarrasser des oligarques en 379, le nouveau gouvernement s'est fixé un but unique, détruire Sparte. Et il y avait tant d'autres cités qui haïssaient les Spartiates pour diverses raisons, qu'ils n'ont pas manqué de volontaires pour les y aider. La liste des ennemis de Sparte s'allonge. On la déteste pour son impérialisme, pour sa volonté d'hégémonie, pour sa brutalité. Mais les rares alliés qui lui restent ont eux aussi une raison de la haïr. Ils ont le sentiment que si les Spartiates remportent des batailles, c'est qu'ils sacrifient les troupes alliées plutôt qu'eux-mêmes. Quand ils se battaient avec des troupes coalisées, ils prenaient toujours position sur l'aile droite, de sorte que l'ennemi, qui mettait aussi ses meilleures troupes sur l'aile droite, n'affrontait jamais les Spartiates. En cas de série de batailles, ils se retrouvaient donc à combattre des unités de force inférieures. Il arrivait alors qu'il y ait plus d'animosité au sein des rangs des coalisés qu'à l'égard du camp ennemi. Quand on voulait se débarrasser d'alliés trop encombrants, on les mettait sur l'aile gauche. Et les Spartiates étaient réputés pour cela. Sparte a longtemps été la cité la plus coupée du monde, la plus anti-impérialiste et la moins désireuse de combattre, sauf en cas d'absolue nécessité. Et la voilà qui se bat partout pour conserver son hégémonie sur le monde grec. C'est à Leuctre, en Béotie, que sa destinée va basculer. Les Thébains avaient été opprimés par les Spartiates. Ils avaient aussi été leurs alliés et avaient beaucoup appris à leur contact. Et à cette époque, une nouvelle génération de chefs, on parle ici d'une génération exceptionnelle, était arrivée au pouvoir. C'est tout cela qui explique comment les Thébains ont réussi l'inconcevable, battre une armée spartiate dans une bataille hoplitique. En 371 avant Jésus-Christ, les Spartiates s'avancent une nouvelle fois vers Thèbes pour renverser sa toute jeune démocratie. Ils vont rencontrer Épaminondas dans la plaine de Leuctre, qui les attend avec les 300 guerriers d'élite de son bataillon sacré et une immense armée d'alliés. Thèbes a aussi mis en place une nouvelle tactique qui va mettre à mal la phalange spartiate. Épaminondas a décidé de placer ses meilleures troupes sur l'aile gauche. Et cette décision a plusieurs conséquences. Tout d'abord, cela signifie que les contingents d'élite vont se retrouver face à face. Les Thébains ne vont pas tuer les alliés de Sparte, mais les Spartiates eux-mêmes. De plus, il va pouvoir dire à ses alliés « Vous n'aurez pas à affronter les Spartiates, nous allons nous en charger ». L'armée spartiate n'est pas seulement vaincue, elle est anéantie. Plus des 2/3 de ses soldats y trouvent la mort.
Deux raisons expliquent la défaite de Sparte à Leuctre. La première, c'est sa rigidité, son incapacité ou son refus de s'adapter aux innovations, comme accroître la profondeur des lignes ou adopter de nouvelles armes. Et la seconde est tout simplement d'ordre numérique. Les Spartiates n'ont plus assez d'hommes. Ils n'ont plus le contingent de 9000 hommes qui se battaient pendant les guerres médiques. Ils n'ont plus également l'armée de 5000 hommes de la guerre du Péloponnèse. Il ne leur reste qu'une poignée de Spartiates. Ils sont toujours aussi efficaces, mais ils sont trop peu nombreux. Épaminondas a écrasé les Spartiates. Il a tué 700 de leurs soldats. Il a anéanti la réputation d'invincibilité militaire de Sparte. Et pour lui, cette victoire n'est qu'un début. Il veut aller plus loin. Après la défaite de Leuctre, l'armée spartiate, décimée et démoralisée, rentre en Laconie pour tenter de se ressaisir. La défaite a été cuisante pour Sparte, mais elle ne signait pas nécessairement son arrêt de mort. Elle ne l'aurait pas été si elle avait eu les réserves, les ressources et la souplesse nécessaires pour se remettre d'une défaite. Mais c'est précisément ce qui faisait défaut aux Spartiates. Le plus grand atout de Sparte, sa structure sociale et politique, est désormais un handicap. Ce qui était autrefois la source de sa puissance et de sa stabilité est maintenant la cause de sa faiblesse et de son inertie. En 362 avant notre ère, Sparte est de nouveau vaincue lors de la bataille de Mantinée. Les Spartiates étaient si attachés à leurs habitudes et à leurs traditions qu'ils n'ont jamais su tirer les conséquences de leurs erreurs passées. L'exemple le plus éloquent est leur défaite de Mantinée. Ils ont été confrontés à une tactique rigoureusement identique à celle qui avait causé leur perte à Leuctre. Quand on fait un faux pas et qu'on vous frappe, vous ne refaites pas la même erreur. Vous avez retenu la leçon. Mais Sparte n'a jamais su intégrer les innovations. Le conservatisme et le maintien des traditions faisaient partie de son essence même. Sparte perd l'avantage dans les combats hoplitiques traditionnels et elle n'a pas la souplesse requise pour s'adapter aux nouvelles formes de combat. La guerre évolue, elle devient navale. Les sièges deviennent courants. Et cela exige bien d'autres aptitudes que la simple force brute. Il faut des connaissances, un certain savoir. À partir du moment où une cité a décidé d'empoisonner l'eau de l'ennemi, de combattre de nuit, d'utiliser des frondes, des arcs, des javelots, le système spartiate ne pouvait que s'effondrer. La guerre évolue, mais Sparte reste identique à elle-même. On continue d'exposer les nouveau-nés trop faibles et à imposer l'agogé aux jeunes garçons. Ils ont peut-être appliqué trop rigoureusement l'élimination des êtres jugés inférieurs. En 370, Sparte ne compte plus que 1000 hommes adultes. C'est l'idéal même du guerrier spartiate qui a contribué à son déclin. Dans un système où la lâcheté est un crime, les meilleurs soldats ne finissent pas dans les régiments, mais au cimetière. La définition de la lâcheté n'est pas exactement la même que la nôtre. Ce n'est pas seulement fuir devant le danger. Cela peut être le simple fait de survivre à une bataille meurtrière, car ce sont les meilleurs qui meurent au combat.
Le déclin de la population s'explique aussi par un taux de natalité en chute libre depuis un demi-siècle. Ces visites nocturnes, qui doivent être faites en cachette sous peine d'être punies, ne peuvent être très fréquentes. Et cela a certainement fait baisser les occasions de produire des enfants et contribuer au déclin de la population spartiate. Pour avoir une population dynamique, il fallait que les femmes aient des enfants à 15, 16, 17, 18 ans. Car dans l'Antiquité, les maladies infantiles étaient fréquentes et le taux de survie des jeunes enfants très faible. Dans ce contexte, une telle loi était suicidaire sur le long terme. Les guerriers d'élite sont déjà trop peu nombreux, mais le système spartiate ne cesse pour autant de tailler dans ses rangs. La déchéance survenait très facilement, tandis que l'avancement, lui, était pratiquement impossible. Vous pouviez être rétrogradé pour n'avoir pas fourni à dîner au père de sa Syssitie, pour avoir tremblé au combat, pour tout un tas de manquements. Et il n'y avait aucun moyen d'être réhabilité. Sparte a créé une classe intermédiaire très dangereuse, composée d'hommes qui étaient spartiates de naissance, qui avaient suivi l'agogé, mais qui avaient été déchus de leur citoyenneté. Des hommes déshonorés dans une société où l'honneur était la vertu primordiale, c'était dangereux. Le fait que Sparte ait laissé cela se produire, qu'elle n'ait pas voulu réformer son idéologie pour investir dans le recrutement de nouveaux membres de son élite, fut une terrible erreur. Cela dénote un état d'esprit qui perd prise avec la réalité. Et pour la première fois de sa longue histoire, Sparte va être envahie et contrainte de se défendre sur son propre sol. C'est une cité plus affaiblie que jamais qui va devoir affronter sa plus grande menace. Épaminondas, le général thébain visionnaire, veut redessiner la carte du Péloponnèse et frapper la puissance spartiate au cœur. Il ne veut pas se contenter d'anéantir Sparte physiquement, mais aussi détruire le mythe de la supériorité spartiate. C'est nécessaire pour porter le dernier coup aux géants. Il sait que Sparte ne pourra continuer à exister sous sa forme traditionnelle si les Ilotes sont libérés. La bonne marche du système dépend entièrement du travail agricole fourni par les Ilotes. Sans la Messénie, Sparte ne dispose plus des ressources qui ont fait d'elle une puissance de premier ordre. Avec le soutien de l'Axe Thèbes, Athènes, Argos, Épaminondas lance la première phase de destruction de Sparte. Au début de l'année 369, Épaminondas arrive en Messénie et annonce aux habitants qu'ils ne sont plus des Ilotes, mais sont redevenus, comme par le passé, des Grecs libres et indépendants. C'est une situation assez exceptionnelle. Imaginez un instant que les esclaves noirs du sud des États-Unis soient devenus, du jour au lendemain, citoyens d'un État qui leur aurait appartenu. L'armée d'Épaminondas demeure presque 4 mois en Messénie. Les Messéniens, sans doute autour de 250 000 hommes, en profitent pour bâtir de puissants remparts autour de leur nouvelle cité-État de Mécène. Les Messéniens sont depuis des générations les Ilotes de Sparte. Ce sont eux qui ont fait d'elle ce qu'elle est, au prix de leur indépendance et de leur vie. Mais par un retournement de la situation, ce sont eux qui vont présider à la mise à mort de la grande Lacédémone. Ce que les Spartiates ont tâché d'empêcher à tout prix pendant des siècles, à savoir l'indépendance de la Messénie,
est précisément ce qui va se produire. Et pendant que les Messéniens érigent leurs murs, Épaminondas entame la seconde phase de son plan de bataille. Les forces coalisées fortifient une cité fondée en un point stratégique de l'Arcadie et la nomment Mégalopolis, soit littéralement en grec, la grande ville. Cela fait une autre cité puissante et fortifiée aux mains des Alliés, qui ont de bonnes raisons de craindre la résurgence de Sparte. L'idée est de cerner Sparte et de s'assurer qu'elle ne retrouvera jamais sa puissance d'antan. À partir de ce moment-là, Sparte devient un dinosaure. Épaminondas est prêt pour l'invasion. Il encercle les Spartiates et il dispose d'une force de 70 000 hommes. C'était un homme brillant. Il a réussi par sa seule autorité morale à rassembler une expédition punitive, la première armée étrangère à fouler le sol de Laconie en 600 ans. On disait qu'en 600 ans, les femmes de Sparte n'avaient jamais vu une armée ennemie. Ce temps était révolu. Sparte prend alors une décision sans précédent dans son histoire. Elle bat en retraite et se résigne à devenir une cité de second ordre. Tout jouait contre Sparte. Le cours de l'histoire, la démographie, la topographie. Et le coup final a été porté par Épaminondas. Après la libération de la Messénie en 370 avant notre ère, Sparte ne retrouvera plus jamais le pouvoir dont elle jouissait au sein du monde grec. Ce qui a fait sa réussite a finalement entraîné sa chute. Les Spartiates vivaient dans un environnement clos, censé régénérer perpétuellement sa propre vertu. Mais les Spartiates n'étaient pas immunisés contre la corruption et les tentations qui accompagnent le succès. Tandis que d'autres cités se hissent vers les sommets, Sparte n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle devient un musée vivant. Et de fait, à l'époque romaine, la ville est une sorte de parc à thème où des empereurs comme Hadrien viennent observer ses coutumes si désuètes. Le grand historien Thucydide a dit que lorsque les générations futures contempleraient Athènes, elles l'imagineraient 10 fois plus grande qu'elle ne l'était en réalité, et qu'elles verraient Sparte 10 fois plus modeste qu'elle ne l'était. Les Spartiates n'ont pas légué de monuments grandioses et inoubliables à la postérité. Leurs maisons étaient austères, leur temple était simple. Lorsque la puissance de la cité a commencé à décroître, il ne restait pas grand-chose à voir. Tandis qu'Athènes n'a pas seulement survécu au siècle, elle continue de susciter l'admiration du monde entier. L'héritage de Sparte est d'un autre ordre. Et avant même que ces cendres ne soient dispersées, les penseurs athéniens ont intégré les meilleurs aspects du système spartiate dans leurs institutions. Ils ont inventé le gouvernement constitutionnel avec ses freins et ses contrepoids. Ils ont ouvert une voie que les autres Grecs ont suivie. De très nombreuses cités grecques ont connu de sanglantes guerres civiles. Mais pas Sparte. Quel était son secret? Les anciens n'avaient pas réussi à se mettre d'accord. Et nous non plus. S'agissait-il d'une démocratie, d'une oligarchie, d'un savant mélange des deux? En tout cas, quelque chose en elle lui a permis de perdurer. Et c'est cela qui a inspiré toute une tradition politique dont le maître mot était la stabilité.
Les Grecs voyaient Sparte comme un parangon de civilisation et de vertu. Parmi eux, Socrate, Xénophon et Platon, dont la République a énormément emprunté à la constitution politique spartiate. Elle constituait un idéal. Pendant les 20 siècles qui vont suivre, les philosophes et les hommes politiques vont sans cesse se référer à l'illustre cité. Sparte a été idéalisée par la Renaissance italienne et ses gouvernements oligarchiques en raison de sa stabilité. Elle était fréquemment citée en modèle pour Venise. Au XVIIIe siècle, et en particulier en France, les gens lui vouaient une admiration sans bornes. Rousseau disait que c'était une république de demi-dieux plutôt que d'hommes. Pendant la Révolution française, beaucoup voulaient mourir noblement, comme les Spartiates. Pendant la Révolution américaine, Sparte inspire ceux qui souhaitent créer un État stable et démocratique. Thomas Jefferson disait qu'il en apprenait davantage en lisant l'histoire de Thucydide qu'en parcourant les journaux locaux. Et Thucydide raconte comment cette démocratie radicale qu'était Athènes a perdu la guerre du Péloponnèse. C'est sans doute la raison pour laquelle Jefferson et les autres pères de la Constitution américaine ont pris Sparte pour modèle plutôt qu'Athènes. Les pères fondateurs montraient sans cesse la démocratie athénienne comme un exemple à ne pas suivre, c'est-à-dire une démocratie directe, dépourvue du filtre aristocratique qui doit la pondérer. Et Sparte était un modèle parce que chacun avait le bien public à cœur et était citoyen avant d'être individu. Quand on va à Athènes aujourd'hui et qu'on regarde le Parthénon, on se dit, voilà le berceau de la démocratie. Mais ce n'est pas celui de notre démocratie. Au XXe siècle, cependant, Sparte n'inspire pas des démocraties naissantes, mais des leaders autocratiques qui s'intéressent à d'autres aspects de la société spartiate. L'Allemagne nazie considérait Sparte comme un idéal. Et l'histoire de Sparte a été introduite dans le programme éducatif national. Hitler admirait Sparte. Il avait exprimé le vœu que les populations conquises deviennent des ilotes pour une caste de guerriers allemands supérieurs. L'idée qu'on retrouve à la fois en URSS et en Allemagne nazie, c'est que si on enrégimente les gens dans des groupes bien définis et qu'on met en place un gouvernement central qui contrôle la vie de chacun, on peut créer une armée puissante. Mais en fin de compte, les contradictions de la société soviétique, nazie ou spartiate ont éclaté. Je crois qu'il est légitime de dire que les racines du totalitarisme plongent dans la société spartiate. L'héritage de Sparte se retrouve encore dans nos sociétés modernes. Les Spartiates ont inventé et créé ce qu'on pourrait appeler la discipline militaire occidentale. On le verra au travers de l'Antiquité avec la Grèce et Rome, au Moyen Âge, à la Renaissance et encore aujourd'hui. Les armées occidentales ont une idée précise de la discipline.
Lorsqu'on oppose des troupes occidentales à des troupes moins organisées, elles ont généralement l'avantage, et ce même si elles sont en nombre inférieur. Cette idée de la discipline fait partie de l'héritage légué par Sparte. Ce qu'ils nous ont aussi appris, c'est que l'honneur doit être une composante essentielle de la vie humaine. On peut vivre sans honneur parce que les moyens matériels le permettent. Mais on ne peut pas mourir sans honneur parce que lorsqu'on meurt, c'est tout ce qui reste de nous-mêmes. Mais pour que leur cité atteigne cette gloire éternelle, les Spartiates ont dû payer d'eux-mêmes, et au prix fort. Ils ont dû réfréner certains élans humains qui sont nécessaires à une personne normale pour vivre décemment. C'était une société qui justifiait la cruauté, l'égoïsme et une certaine étroitesse d'esprit. C'est au prix de leur propre liberté qu'ils sont devenus des êtres supérieurs. Et ils ont sacrifié la richesse et la fertilité de l'esprit humain pour atteindre un idéal d'honneur. On peut dire qu'au bout du compte, Sparte a eu ce qu'elle méritait. Nos sociétés modernes ont un avantage. Leur connaissance de l'histoire leur permet de prendre le meilleur de Sparte et de rejeter le reste.